Imagine que tu puisses lire ces mots en ce moment grâce à un peuple dont tu ignores probablement presque tout l'existence. Chaque lettre que tes yeux parcourent, chaque message que tu écris, chaque livre que tu as lu dans ta vie, tout cela existe grâce à une civilisation qui a dominé les mers il y a plus de 3000 ans. Les Phéniciens ont littéralement inventé l'alphabet que tu utilises aujourd'hui. Et pourtant, leur histoire reste l'un des secrets les mieux gardés de l'Antiquité. Dans les 20 prochaines minutes, tu vas découvrir comment ces navigateurs mystérieux ont construit le premier empire commercial maritime de l'histoire. Comment ils ont gardé jalousement des techniques de navigation qui leur ont permis de dominer la Méditerranée pendant des siècles. Et comment leur rivalité avec Rome a façonné le monde tel que tu le connais aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur Récits Nocturnes. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire fascinante d'un peuple qui a littéralement changé le cours de la civilisation occidentale, mais dont on parle étrangement très peu dans nos livres d'histoire. Tu te demandes peut-être pourquoi tu devrais t'intéresser à une civilisation disparue il y a des millénaires. La réponse est simple. Sans les Phéniciens, tu ne pourrais pas lire ce qui s'affiche sur ton écran en ce moment même. Leur héritage est partout autour de toi, dans chaque mot que tu prononces, dans chaque texte que tu écris. Dans cette vidéo, on va explorer comment ils ont construit un réseau commercial qui s'étendait du Liban jusqu'aux côtes espagnoles vers 1200 avant notre ère. Comment ils ont inventé l'écriture alphabétique qui a donné naissance à presque toutes les écritures occidentales. Quels secrets de navigation ils gardaient précieusement pour maintenir leur monopole commercial. Comment ils fabriquaient la mystérieuse pourpre tyrienne qui valait plus cher que l'or. Comment ils ont fondé Carthage, qui deviendrait l'une des plus grandes puissances de l'Antiquité. Enfin, comment leur rivalité avec Rome a déclenché l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire antique. Avant de continuer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes en ce moment. Je suis toujours curieux de savoir jusqu'où voyage cette histoire des Phéniciens dans le monde. Commençons par le commencement. Vers 1200 avant notre ère, alors que l'Égypte des pharaons décline et que les grands empires de l'âge du bronze s'effondrent les uns après les autres, un petit groupe de cités portuaires situées sur la côte de l'actuel Liban va profiter de ce vide de pouvoir pour devenir les maîtres incontestés de la Méditerranée. Les villes, Tyr, Sidon, Byblos, ne ressemblaient à rien de ce que le monde antique connaissait jusque-là. Contrairement aux grands empires terrestres qui cherchaient à conquérir toujours plus de territoire, les Phéniciens avaient compris quelque chose de fondamental. Dans un monde où les communications terrestres étaient lentes et dangereuses, celui qui contrôle les mers contrôle le commerce, et seul le commerce contrôle la richesse. Ils n'avaient pas d'armée massive, ni de vastes territoires à défendre. Leur force résidait dans leurs navires, dans leur connaissance intime de la mer, et dans un réseau commercial si vaste et si bien organisé qu'il s'étendait sur des milliers de kilomètres. Imagine des marins partant du Liban avec des cargaisons de bois de cèdre, de verre coloré et de pourpre précieuse, traversant toute la Méditerranée jusqu'aux colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar, établissant des comptoirs commerciaux sur chaque côte favorable, créant une toile d'araignée commerciale qui reliait l'Orient à l'Occident pour la première fois dans l'histoire. Mais voici ce qui rend leur histoire encore plus fascinante. Les Phéniciens gardaient jalousement leurs secrets. Contrairement aux Grecs qui aimaient partager leurs connaissances et écrire sur tout, les Phéniciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler une politique du silence stratégique. Leurs techniques de navigation, leurs routes commerciales, leurs méthodes de production,
Tout cela restait dans le cercle fermé des marchands et des capitaines phéniciens. Ils allaient même jusqu'à répandre de fausses rumeurs pour décourager les concurrents. Des histoires terrifiantes de monstres marins, de tourbillons géants, de mers bouillantes qui attendaient les navigateurs imprudents au-delà des colonnes d'Hercule. Pendant des siècles, ces légendes ont fonctionné à merveille. Maintenant, leur monopole sur les routes maritimes occidentales. Et tu sais quoi? Ce secret était si bien gardé qu'aujourd'hui encore, les historiens débattent sur les véritables capacités de navigation des Phéniciens. Certains pensent même qu'ils auraient pu atteindre les côtes africaines bien avant les Européens de l'époque moderne, voire traverser l'Atlantique. Mais sans preuves écrites claires, le mystère persiste. Parlons maintenant de leur invention la plus révolutionnaire, celle qui change littéralement ta vie à chaque instant, l'alphabet. Avant les Phéniciens, les systèmes d'écriture existants étaient incroyablement complexes. Les hiéroglyphes égyptiens contiennent des centaines de signes différents. L'écriture cunéiforme mésopotamienne en comptait encore plus. Il fallait des années d'études intensives pour maîtriser ces systèmes. Et seule une élite de scribes professionnels savait lire et écrire. Les Phéniciens, en tant que marchands pragmatiques, avaient même besoin de quelque chose de plus simple, de plus rapide, de plus efficace pour tenir leurs registres commerciaux et communiquer avec leurs partenaires à travers la Méditerranée. Leur solution? Réduire l'écriture à ses composants les plus basiques, les sons. Ils ont créé un système de 22 lettres, chacune représentant un son consonantique simple. C'était révolutionnaire. Soudain, n'importe qui pouvait apprendre à lire et écrire en quelques semaines, au lieu de plusieurs années. Cette démocratisation de l'écriture a eu des conséquences que même les Phéniciens n'auraient pas pu imaginer. Les Grecs ont adopté cet alphabet et y ont ajouté les voyelles, créant le système qui donnera naissance au latin, puis à toutes les langues européennes modernes. Quand tu écris un message sur ton téléphone, quand tu lis un livre, quand tu regardes cette vidéo, tu utilises un système dérivé de l'invention phénicienne. Pense à ça un instant. Une innovation commerciale vieille de plus de 3000 ans façonne encore la façon dont 7 milliards d'êtres humains communiquent aujourd'hui. Mais ce n'était pas leur seul monopole lucratif. Les Phéniciens possédaient un autre secret qui leur rapportait des fortunes colossales, la production de la pourpre tyrienne. Cette teinture, extraite d'un petit mollusque appelé murex, produisait une couleur pourpre si intense, si vibrante, si résistante au temps et au lavage, qu'elle devint instantanément le symbole ultime du pouvoir et de la richesse dans tout le monde antique. Mais voici pourquoi elle coûtait plus cher que l'or. Il fallait environ 10 000 murex pour produire un seul gramme de teinture. Le processus d'extraction était long, complexe, et dégageait une odeur si pestilentielle que les ateliers de production devaient être installés loin des villes. Seuls les Phéniciens maîtrisaient parfaitement cette technique, et ils la gardaient aussi secrète que leur route maritime. Un simple morceau de tissu teint en pourpre tyrienne pouvait valoir son pesant d'or. Porter du pourpre signifiait que tu appartenais à l'élite absolue de la société. Les empereurs romains établiront même des lois interdisant à quiconque, hormis l'empereur lui-même, de porter certaines nuances de pourpre. Cette couleur était devenue synonyme de pouvoir divin. Et tout cela parce que les Phéniciens avaient transformé un mollusque banal en source de richesse inépuisable. Jusqu'ici, on a vu comment ils dominaient les mers et créaient des monopoles commerciaux. Mais attends, parce que l'histoire prend maintenant un tour encore plus fascinant. Vers 814 avant notre ère, selon la légende, une princesse phénicienne nommée Didon fuit Tyr après des intrigues politiques sanglantes. Elle emmène avec elle un groupe de fidèles
et traverse la Méditerranée jusqu'aux côtes de l'actuelle Tunisie. Là, elle négocie avec les habitants locaux pour obtenir un territoire. Le chef local, pensant la piéger, lui propose de lui vendre autant de terre qu'elle pourra entourer avec une peau de bœuf. Didon accepte, découpe la peau en fines lanières et trace un périmètre suffisamment grand pour fonder une nouvelle cité, Carthage. Vrai ou non, cette légende illustre parfaitement l'esprit phénicien. L'intelligence commerciale, la ruse diplomatique et l'ambition démesurée. Carthage va rapidement devenir bien plus qu'une simple colonie. En quelques générations, elle surpassera même les cités-mères de Phénicie en richesse et en puissance. Carthage contrôlera tout le commerce de la Méditerranée occidentale, établira ses propres colonies en Espagne, en Sardaigne, en Sicile. Elle deviendra une superpuissance maritime capable de défier les plus grands empires de son époque. Et c'est précisément cette montée en puissance qui va la mettre sur une trajectoire de collision fatale avec une autre puissance émergente, Rome. La rivalité entre Rome et Carthage n'était pas inévitable au début. Pendant longtemps, les deux puissances ont coexisté pacifiquement, chacune respectant la sphère d'influence de l'autre. Mais il y avait un problème. La Sicile, cette île stratégique, située exactement entre l'Italie et l'Afrique du Nord, représentait la clé du contrôle de la Méditerranée centrale. Les Carthaginois contrôlaient déjà une partie de l'île. Rome, qui commençait à étendre son influence au-delà de la péninsule italienne, la convoitait également. En 264 avant notre ère, une petite dispute locale en Sicile dégénère en conflit ouvert. C'est le début de la première guerre punique, une guerre qui durera 23 ans et deviendra l'un des conflits les plus longs et les plus sanglants de l'Antiquité. Ce qui rend cette guerre particulièrement fascinante, c'est qu'elle oppose deux philosophies militaires complètement différentes. Carthage, puissance maritime héritière de la tradition phénicienne, possède la marine la plus puissante du monde méditerranéen. Rome, puissance terrestre par excellence, n'a pratiquement pas de flotte digne de ce nom. Mais voilà ce qui va changer la donne. Les Romains, avec leur pragmatisme légendaire, vont littéralement réinventer la guerre navale. Ils comprennent qu'ils ne pourront jamais égaler la maîtrise maritime carthaginoise dans les manœuvres navales traditionnelles. Alors ils transforment les batailles navales en batailles terrestres. Les Romains inventent le corvus, une passerelle d'abordage avec un gros crochet qui s'abat sur les navires ennemis et les maintient fermement. Soudain, au lieu de joutes de manœuvres navales où les Carthaginois excellent, les batailles deviennent des affrontements aux accords où la supériorité militaire romaine peut s'exprimer. Cette innovation technique change complètement la dynamique de la guerre. Les Carthaginois, malgré leur expérience maritime millénaire, se retrouvent désavantagés. Mais ce n'est que le début. La guerre fait rage pendant plus de 2 décennies, dévastant les deux camps. Des flottes entières sont détruites. Des dizaines de milliers d'hommes périssent. Les deux puissances s'épuisent dans un conflit d'usure sans précédent. Finalement, en 241 avant notre ère, Rome remporte une victoire décisive lors de la bataille des îles Égates. Carthage, épuisée financièrement et militairement, doit demander la paix. Elle perd la Sicile, doit payer une indemnité de guerre colossale et voit sa flotte réduite à presque rien. C'est une humiliation terrible pour les héritiers des grands navigateurs phéniciens. Mais l'histoire est loin d'être terminée. 23 ans plus tard, en 218 avant notre ère, un jeune général carthaginois nommé Hannibal Barca va tenter l'impossible pour venger cette défaite. Il rassemble une armée de près de 50 000 hommes,
des dizaines d'éléphants de guerre et entreprend l'une des marches militaires les plus audacieuses de toute l'histoire. Plutôt que d'attaquer Rome par la mer, où les Romains sont désormais forts, il traverse l'Espagne, franchit les Pyrénées et effectue la traversée légendaire des Alpes en plein hiver. Des milliers d'hommes périssent dans cette traversée. La plupart des éléphants ne survivent pas. Mais Hannibal arrive en Italie avec une armée encore suffisamment puissante pour terroriser Rome. Pendant 16 ans, il va battre les armées romaines dans bataille après bataille. Tracymène, Cannes, ces noms résonnent encore comme des catastrophes militaires dans l'histoire romaine. À Cannes, Hannibal anéantit une armée romaine de près de 80 000 hommes avec une armée 2 fois moins nombreuse grâce à une manœuvre tactique d'encerclement qui est encore étudiée dans les académies militaires du monde entier aujourd'hui. Rome tremble. Pour la première fois de son histoire, la ville éternelle envisage sérieusement une défaite totale. Mais voilà le problème. Hannibal peut gagner toutes les batailles qu'il veut. Il ne peut pas prendre Rome elle-même sans renfort et sans siège en règle. Et ces renforts ne viendront jamais. Carthage, divisée par des luttes politiques internes, n'enverra jamais le soutien nécessaire à son plus grand général. Pendant ce temps, Rome, avec sa résilience légendaire, refuse de capituler malgré les défaites répétées. Les Romains mobilisent ressources après ressources, après armée, et appliquent une stratégie d'évitement. Ils refusent d'affronter Hannibal directement, mais harcèlent ses lignes de ravitaillement, attaquent ses alliés, et lentement, mais sûrement, l'affaiblissent. Finalement, en 202 avant notre ère, un jeune général romain, nommé Scipion, porte la guerre en Afrique du Nord, directement sur le territoire carthaginois. Hannibal est rappelé d'urgence pour défendre sa patrie. Les deux généraux s'affrontent à Zama, et cette fois, c'est Scipion qui l'emporte. Carthage doit demander la paix une deuxième fois. Les termes sont encore plus sévères. Elle perd toutes ses colonies, sa flotte est réduite à 10 navires. Elle doit payer une indemnité astronomique pendant 50 ans. Et surtout, elle ne peut plus faire la guerre sans l'autorisation de Rome. L'héritière des Phéniciens est réduite à un état vassal. Mais même cette humiliation ne suffit pas à Rome. 50 ans plus tard, en 146 avant notre ère, profitant d'un prétexte insignifiant, Rome décide d'en finir une fois pour toutes avec sa vieille rivale. La troisième guerre punique n'est même pas vraiment une guerre, c'est une exécution. Les armées romaines assiègent Carthage pendant 3 ans. La population résiste avec un courage désespéré, sachant que la défaite signifie la fin totale. Quand les Romains entrent finalement dans la ville, ils massacrent ou réduisent en esclavage tous les habitants. Puis ils détruisent systématiquement chaque bâtiment, chaque temple, chaque maison. Selon la légende, ils labourent le sol de la ville et y sèment du sel pour que plus rien ne puisse y pousser. Carthage, la dernière grande cité phénicienne, disparaît de la carte. Avec elle, s'éteint définitivement la civilisation qui avait dominé les mers pendant près de 1000 ans. Alors, voilà où nous en sommes. En quelques 20 minutes, nous avons traversé plus de 1000 ans d'histoire phénicienne, depuis les cités marchandes du Liban jusqu'à la destruction finale de Carthage. Nous avons vu comment un petit groupe de navigateurs a créé le premier empire commercial maritime, comment ils ont gardé jalousement leurs secrets pour maintenir leur domination, comment ils ont inventé l'alphabet qui te permet de lire ces mots aujourd'hui, comment ils ont transformé un mollusque en source de richesse, et comment leur plus grande colonie a fini par défier Rome dans l'une des rivalités les plus épiques de l'histoire. Mais ce qui me fascine le plus dans l'histoire des Phéniciens, c'est leur disparition presque complète de la mémoire collective. Contrairement aux Grecs ou aux Romains qui ont laissé des bibliothèques entières de textes, les Phéniciens
n'ont pratiquement rien écrit sur eux-mêmes. Ou plutôt, tout ce qu'ils ont écrit a disparu. Leurs villes ont été détruites, leurs archives brûlées, leur histoire réécrite par leurs ennemis. Aujourd'hui, presque tout ce que nous savons sur eux vient de sources grecques et romaines, souvent hostiles. C'est comme si les gagnants avaient non seulement remporté la guerre, mais avaient aussi réussi à effacer leurs adversaires de l'histoire. Pourtant, leur héritage est partout. Chaque fois que tu écris un message, que tu lis un livre, que tu utilises l'alphabet, tu utilises leur invention. Les techniques de navigation qu'ils ont développées ont ouvert la voie aux grandes découvertes. Leur modèle d'empire commercial basé sur des réseaux de comptoirs que sur la conquête territoriale a inspiré les empires maritimes européens des siècles plus tard. Même leur mystère continue de fasciner. Les archéologues découvrent régulièrement de nouvelles preuves de la portée incroyable de leur voyage. Les inscriptions phéniciennes ont été trouvées aussi loin que le Brésil, bien que leur authenticité reste débattue. Et si c'était vrai, si les Phéniciens avaient vraiment traversé l'Atlantique 1700 ans avant Christophe Colomb, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais c'est peut-être ça, le véritable legs des Phéniciens. Il nous rappelle que l'histoire officielle n'est jamais complète, que les civilisations peuvent disparaître, mais que leurs innovations survivent, et que parfois, les véritables révolutionnaires sont ceux dont on parle le moins. Avant de te laisser, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette histoire des Phéniciens? Est-ce l'invention de l'alphabet, leur secret de navigation, la tragédie de Carthage ou quelque chose d'autre? Dis-le-moi dans les commentaires. J'adore lire vos réactions et découvrir ce qui vous marque le plus dans ces récits historiques. Et si tu as apprécié ce voyage de 20 minutes à travers l'histoire phénicienne, n'hésite pas à t'abonner à Récits Nocturnes pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes que nous allons explorer ensemble. On a encore tellement de civilisations oubliées à découvrir, tellement de mystères historiques à dévoiler. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de faire partie de cette communauté de curieux qui aiment comprendre comment le passé a façonné notre présent. À très bientôt pour une nouvelle aventure nocturne dans les méandres de l'histoire.